que vous pouviez vous inscrire donc jusqu'au 8, jusqu'aujourd'hui, à ces rendez-vous. Et puis après, on voulait tout simplement vous demander votre avis pour voir si on continuait comme ça ou bien si vous vouliez qu'on procède différemment. Voilà. Donc, on lira vos commentaires par rapport à ça. Et donc, simplement, je dois vous dire que je dois vous quitter à 16 heures aujourd'hui, mais j'espère bien qu'on sera déjà allé assez loin dans la résolution des questions-réponses. Donc maintenant, je vais céder la parole à Frédéric qui va déjà commencer avec les questions que vous avez posées et il va montrer donc sur le logiciel comment résoudre ces questions. Frédéric, je vais te réactiver comme orateur puisque tu as dû te reconnecter. Voilà, et tu vas pouvoir partager ton écran. Dis-moi quand c'est OK. Voilà, Et bonjour à tous. voilà. Donc, vous devez voir mon écran normalement maintenant. On Donc, voit voilà. bien ton écran, c'est parfait. Et tu enregistres. Oui, c'est fait. Voilà, parfait. Voilà, bonjour à tous. Je vais reprendre un petit peu la liste des questions qui m'avaient été attribuées. Et en fonction, de temps en temps, Isabelle nous arrêtera pour les questions écrites qui ont été posées. D'abord, la première des choses, vous l'avez sûrement tous remarqué, il y a eu un souci avec les traitements chroniques de Precare dans MediSpring, c'est-à-dire qu'il y a une date de fin de médication chronique qui n'a pas été migrée par erreur, et de ce fait-là, le médicament chronique est repassé comme actif. Donc, il y a de ce fait-là aussi, on ne sait pas l'archiver ou le stopper dans MediSpring, c'est normal, mais on est occupé de travailler sur la migration version 2, et dès que cette migration version 2 sera faite, vous aurez alors à ce moment-là la récupération de tous vos médicaments chroniques normaux depuis Precare, ainsi que tout le reste des documents, labos, etc. qu'il vous manque. Alors aussi, donc il y avait certaines personnes qui me demandaient, tiens, est-ce qu'on pourrait retrouver, comme dans Precare, des éléments de soins actifs, des éléments de soins inactifs, etc. Sachez que nous sommes toutes les semaines en contact avec Manu Berquin et Benjamin Fauquer et Alexis pour créer toutes les améliorations demandées par les utilisateurs de Precare. Déjà, une première petite amélioration que vous pourrez tous voir et qui est déjà dans la mise à jour que vous avez eue aujourd'hui, c'est que quand vous prendrez un rendez-vous pour un patient, par exemple, comme je le fais maintenant, je vais chercher un résultat, le nom d'un patient. Dès que j'ai sélectionné le nom du patient, vous voyez directement le contenu de la note administrative du patient. Vous pouvez même le modifier, marquer par exemple ici que la patiente doit 5 €, et dès que vous avez enregistré le rendez-vous, dans la note administrative du patient, ces données ont été modifiées. Donc ça, c'est déjà une petite amélioration que vous aviez demandé. Le statut au forfait, le numéro de dossier, tout ça va être mis progressivement dans de petites mises à jour très très régulières. Alors, quelqu'un me demandait aussi qu'est-ce que MediSpring n'a pas comme fonctionnalité par rapport à Epicure, par rapport à Precare, pardon. C'est une question à laquelle j'ai difficile à répondre parce que je ne connais pas Precare, mais comme je vous dis, les relations qu'on a toutes les semaines avec les médecins utilisant Precare vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Alors, tant que je suis dans l'agenda, il y avait quelques questions au sujet de l'agenda. L'agenda de MediSpring est-il indépendant ou pas du DMI? Non, l'agenda de MediSpring fait partie de MediSpring, donc il sera toujours naturellement gratuit et compris dans MediSpring. L'agenda de Beogo est un agenda externe. Vous aurez d'ici la fin de l'année un lien qui permettra d'ouvrir l'agenda directement depuis MediSpring, qui permettra d'ouvrir l'agenda Beogo ainsi que l'agenda Microno pour ceux qui l'utilisaient aussi. Et vous pourrez à ce moment-là directement ouvrir le dossier du patient, etc. depuis ces agendas. Par contre, il n'y aura pas de lien, pas dans l'immédiat en tout cas, entre l'agenda de MediSpring et l'agenda de Beogo. Ce n'est pas parce qu'une donnée sera encodée dans l'agenda de MediSpring qu'elle passera dans l'agenda de Beogo. Donc Beogo, je pense que vous avez compris qu'on a
il y a deux niveaux au niveau de Beogo. Premièrement, vous utilisez Beogo pour la facturation et forfait, et ça c'est complètement gratuit, sauf le prix de migration, mais l'utilisation est totalement gratuite. Par contre, l'utilisation d'un agenda Beogo est payante, ça c'est le prix de Beogo, pour lequel les maisons médicales ont droit à une ristourne de 20%. Et cet agenda permet de prendre aux patients de prendre des rendez-vous en ligne, aux médecins de faire des rappels de rendez-vous par SMS, par mail aux patients, et d'avoir dans ce cas toute des statistiques sur l'occupation des rendez-vous par les kinés, les infirmières, les médecins, etc. Donc, quelqu'un qui n'utilise pas l'agenda Beogo n'a naturellement pas accès aux statistiques de Beogo, puisque ces statistiques se font sur l'agenda. On me demande aussi si on peut voir le décompte des séances de kiné prescrites dans l'agenda de MediSpring. Non, pas encore. Ce sera également avec le module kiné qui va apparaître, qui a été programmé dans Topaz et qui va apparaître dans MediSpring en fin d'année aussi. Et alors, ici pour terminer avec l'agenda, on me demande s'il y a une possibilité de créer des types de plages différentes de celles qui existent. Oui, d'abord, je vais vous passer un peu en revue rapidement ici les petits onglets de paramétrage parce que c'est pas toujours bien compris. Quand un utilisateur est dans l'agenda, un utilisateur, je parle, disons, médecin ou paramédical, il doit cliquer sur le bouton « Gestion de l'agenda ». Il retrouvera toute une liste avec les utilisateurs actifs ainsi que les utilisateurs désactivés. Ça ici c'est une erreur, ça devrait disparaître et on va faire en sorte que ça disparaisse. Et alors il faut bien comprendre que là c'est le médecin, c'est mon agenda et je donne l'autorisation de lecture, d'écriture ou d'administration, donc un truc complet. Si je clique sur admin, ben j'ai les droits complets à l'utilisateur Van Zeveren Verpleging, par exemple. Donc, un médecin, naturellement, va donner la gestion de son agenda à l'accueillante. Donc, c'est ça le plus important, c'est que l'accueillante puisse voir et donner des rendez-vous pour le médecin. Donc, le médecin donne accès à son agenda aux accueillantes, éventuellement à d'autres médecins s'ils ont envie de travailler en groupe, ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas la secrétaire médicale qui se connecte et qui elle-même va cocher tous les agendas auxquels elle peut voir. Non, c'est le médecin qui doit donner accès à son agenda une seule fois à l'accueillante et ensuite l'accueillante verra son agenda. Faites attention, dans la migration Precare, on a remarqué que parfois il y avait des doublons, que vous retrouverez deux fois le même nom d'utilisateur. Dans ce cas, pour le même utilisateur, si vous donnez un accès à l'accueillante par exemple, si elle se retrouve deux fois, ben vous devez faire cliquer deux fois sur avoir l'autorisation. La deuxième icône ici, ce sont les lieux de rendez-vous. Éventuellement, si vous travaillez à plusieurs endroits différents, bon, c'est un peu plus rare. Et là, ce sont les types de rendez-vous. Et là, vous pouvez créer autant de types de rendez-vous que vous voulez. Vous cliquez sur « Ajouter un type de rendez-vous ». Par exemple, vous mettez ici « Soin infi ». Vous lui donnez une couleur, par exemple, on va dire une couleur bleue comme ceci, et vous lui donnez une durée, par exemple, de 15 minutes, et vous l'ajoutez. Et là, vous avez maintenant le type de rendez-vous « Soin infi » pour l'ensemble de la maison médicale qui a été créée. Et là, juste à côté, vous retrouverez les disponibilités des praticiens. Lorsqu'une accueillante a les droits d'administrateur sur les agendas, elle peut retrouver différents agendas et sur un agenda, par exemple l'agenda de Sofian, elle peut rajouter des horaires. Je prends un exemple, elle dit voilà, le docteur Sofian par exemple, je vais lui rajouter un horaire. Je clique sur le bouton « Je vais donner un nom ». Il faut d'abord donner un nom. Horaire consultation, par exemple. Voilà. Une petite faute de frappe. J'ajoute un élément horaire. Et là, je vais lui dire que ce médecin consulte le lundi, le mardi, le jeudi, par exemple, et le vendredi. Et là, il consulte le matin de 9 h à 12 h et une deuxième période, par exemple ici, de 14 h à 17 h. Voilà. Pardon. À 17 h.
Donc là, je vais choisir mon type de rendez-vous et je vais dire que c'était des consultations, par exemple, consultation normale. Voilà. Et je clique sur le bouton Ajouter. Donc maintenant, j'enregistre l'horaire et j'ai ajouté un horaire pour Sofian, l'horaire de consultation. Et on peut passer en revue comme ça tous les intervenants de la maison médicale. Dès que l'agenda, l'horaire des consultations a été fait une fois pour toutes, ben vous allez retrouver, comme ici, vous voyez, cette zone bleue est apparue maintenant tout de suite dans l'agenda de Sofian, parce que je viens de paramétrer ces 2 heures de consultation avec le type consultation. Et quand je vais cliquer dedans, j'ai directement le type de consultation avec la durée qui est prédéterminée. Voilà donc les questions qui concernaient l'agenda. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet-là. Oui, alors il y a plusieurs questions qui nous sont parvenues. Donc, Graziella nous demande si l'agenda Beogo et MediSpring sont interconnectés. Non, c'est ce que je disais tantôt, il n'y a pas, quand on a mis un rendez-vous dans Beogo, il ne va pas apparaître dans MediSpring et inversement non plus. Ce sera peut-être quelque chose de vrai dans un certain temps, mais pas du tout pour l'instant. D'accord. Alors, on va commencer avec les questions de Kevin. Dans la liste des patients, il n'est pas possible de faire une recherche par dossier. Je pensais que c'était prévu. Ce sera prévu pour la version 2.4.1 qui va arriver milieu ou fin de la semaine prochaine. Donc, vous voyez, on fait des petites mises à jour très fréquentes et dans cette mise à jour, il y aura le champ de recherche ici. Vous pourrez retrouver par un numéro de dossier, par une adresse, par un code postal, par une ville et par un numéro de téléphone. Voilà, Une et donc semaine de alors patient. à partir de ce moment-là, il y aura moyen de les retrouver par famille aussi, donc par dossier, par famille. Donc Kevin nous dit aussi lier les patients entre eux, comment retrouver les familles pour une mise à jour du contact téléphonique, par exemple. Nos familles sont souvent très nombreuses et au nom de familles différentes. Alors, pour ceci, je vais vous montrer ce qu'on va implémenter. Voici ce qu'on va implémenter. Donc, vous voyez ici, ce sont simplement des dessins, hein, mais donc ça, ce sera pour une prochaine mise à jour. Quand vous ouvrirez le dossier d'un patient, vous aurez juste en dessous de son adresse patient habitant sous le même toit. Et quand vous allez dérouler ce petit truc-là, vous allez retrouver tous les noms des patients qui habitent sous le même toit, donc la même famille. Et de là, vous pourrez cliquer et aller directement dans le dossier du patient qui habite sous le même toit. Ça, c'est pour une mise à jour suivante. Ok, voilà, j'espère que Kevin est content. Une autre question de Kevin, est-ce qu'une messagerie interne pour les collègues est prévue? Oui, disons que c'est déjà prévu dans Beogo, pardon. Vous avez un module de chat interne dans Beogo. Dans MediSpring, c'est aussi un projet, mais bon, peut-être pas tout de suite parce que vous savez qu'il existe beaucoup d'outils que vous pouvez même utiliser. L'outil Slack, par exemple, qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour faire de la communication interne. Nous, c'est ce qu'on fait déjà entre tous les développeurs de MediSpring. Mais oui, ce sera probablement un jour intégré dans MediSpring, mais c'est pas une urgence actuellement. Ok. Alors, Sébastien a une question liée aux prescriptions kiné. Est-ce que tu veux en parler maintenant, Frédéric, ou c'est pour après? On peut en parler maintenant, oui, il n'y a pas de problème, oui. Lorsqu'on ajoute un diagnostic, on ne peut pas facilement choisir parmi les diagnostics déjà existants. Alors non, quand on fait une prescription de kiné, on ne va pas chercher, donc je vais ouvrir un dossier ici. Donc en fait, en effet, vous voyez la petite note là qui avait été modifiée, le petit rappel. Donc quand on fait une prescription kiné, donc il y a quelque chose qui manque. Donc par exemple ici, je fais une consultation. Dans cette consultation, je vais mettre ici un diagnostic d'entorse de cheville. Vous voyez, je tape 2 groupes de lettres. C'est comme ça une recherche très facile. Vous retrouverez l'entorse de la cheville. Et donc maintenant, dans le P, je vais aller faire une demande de kiné. Et là, je vais retrouver mon diagnostic qui a été repris automatiquement de ma consultation. Par contre, et là, vous faites votre demande de kiné. Par contre, s'il n'y avait pas de diagnostic encodé dans la consultation, là, il n'y a pas une liste déroulante avec les diagnostics actuels du patient ou les traitements en cours du patient. S'il n'y avait rien ici, mais là, vous devez éventuellement le rechercher directement comme ceci. Vous avez le même champ de recherche d'entorse de la cheville de cette façon-là. Voilà. Ok, et donc pour rester dans les prescriptions kiné, Sébastien nous demande aussi quel est votre conseil pour prescrire de la kiné qui entre en compte dans le forfait.
Le terme le plus approprié que nous avons trouvé, c'est physiothérapie, mais cela nous semble moins juste que mobilisation que nous utilisions dans Precare. Alors, il faut savoir que le module de kiné ici est très très simple. Regardez, je vais faire une demande de kiné de 9 séances, 3 fois par semaine. Je vais l'enregistrer. Je vais clôturer ma consultation. Voilà. Lorsque la consultation est clôturée, si je clique sur ma demande de kiné, j'ai le PDF qui va apparaître. Et en fait, le PDF ne dit que cela. Donc, dans la prescription kiné, je demande 9 séances de kiné 3 fois par semaine pour la pathologie courante entorse de la cheville. Rien que ça. Parce que les nouvelles prescriptions de kiné depuis maintenant plusieurs années ne demandent pas les libellés classiques, massage, mobilisation, rééducation fonctionnelle, comme il fallait mettre avant. Ici, maintenant, il ne faut mettre que le nombre de séances, la fréquence de séances et le diagnostic, et c'est le kiné qui, lui, juge la meilleure chose à faire au niveau de prescription kiné. Par exemple, mais par contre, si vous me dites non, moi j'aime vraiment, vraiment bien avoir des traitements complémentaires, moi j'insiste pour qu'il fasse de la physiothérapie, pour qu'il fasse de la rééducation à la marche, ainsi que des manipulations vertébrales, par exemple, au moment d'enregistrer et quand je vais clôturer ma consultation, je vais l'enregistrer, à ce moment-là, sur le PDF, va se noter ces demandes particulières. Voilà, ici j'ai demandé des traitements complémentaires, ces 3 traitements complémentaires-là. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de les noter. Une simple prescription de kiné suffit avec ce que je vous ai montré. Voilà, merci. Alors Antoine pose une question importante. Donc suite au problème de migration des traitements chroniques de Precare, nous passons notre temps à mettre à jour des traitements des patients. Malheureusement, une fois le changement de traitement encodé, celui se retrouve inscrit dans la consultation, mais ce n'est pas mis à jour dans le traitement du patient. Oui, c'est toujours le cas si on clôture plusieurs traitements en même temps. Là, je pense il y a une correction qui va être faite. Tu vas peut-être en parler, Frédéric? Ben, il y a une correction qui doit être faite, mais apparemment, j'ai posé encore la question ce matin, c'est pas si simple que ça, et les développeurs préféreraient faire une correction via une migration complète avec toutes les données qui manquent et le traitement chronique à jour avec la date de fin. Le problème est que cette date de fin n'a pas été faite et je ne sais pas très bien pourquoi, et je vais encore me renseigner un peu aussi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas clôturer un traitement alors que si on prescrit un nouveau médicament, par exemple, on peut le clôturer sans aucun problème. Pourquoi est-ce que dans la mise à jour de la migration des données, on ne peut pas le faire? Si maintenant on arrive à trouver quelque chose qui permette au moins de faire ça, je vais demander moi qu'on fasse ce qu'on appelle un hotfix, donc une petite mise à jour intermédiaire rapide qui ne corrigerait que ce problème-là. Je vais encore poser la question pour essayer parce que je comprends que c'est vraiment embêtant pour vous d'avoir des traitements chroniques qu'on ne sait même pas mettre à jour. Donc, je vais voir si on sait faire une petite hotfix pour ça. Sinon, si on me dit que non, c'est vraiment pas possible, là, il faudra attendre encore un petit peu que la mise à jour, la migration version 2 soit terminée, puis alors à ce moment-là, tout est solutionné d'un coup. Voilà, merci. Donc, il y aura une communication par rapport à ça. Et donc, la Oui. recommandation, c'est peut-être de ne toucher à rien pour le moment. Oui, Avant parce que stopper un médicament, malheureusement, ne sert à rien. On le voit dans la consultation qu'il a été stoppé, mais il l'est pas vraiment en réalité. Donc, ça ne va pas, c'est du travail un peu perdu. Ok. Alors, Zeynep nous signale que certains prestataires sont en retard au niveau des encodages de leurs prestations de l'année et n'auront pas fini avant la migration. Est-ce qu'ils pourront encore encoder ces prestations passées dans Precare après la migration? Non, une fois que la migration est faite, sauf si vous me dites qu'on encode tout dans Precare au niveau juste de ces codes pour faire la statistique de fin d'année uniquement sur Precare, ça peut être une solution. Hein. Parce que vous encodez dans Precare ce qu'on appelle des pseudo-codes, vous encodez un code de soins kinés ou soins infirmiers, mais qui n'est pas tarifié puisqu'il fait partie du forfait. Et vous pouvez continuer à le faire dans Precare et sortir une statistique de fin d'année 2020 sur Precare, pourquoi pas. Mais par contre, si vous encodez dans Precare, naturellement, ils ne sont plus rapatriés dans Medispring.
Et là-dessus, j'en profite parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce possible de faire ça dans MediSpring, d'encoder ce qu'on appelle des pseudocodes d'actes techniques, etc. Oui, c'est tout à fait possible. Par exemple, ici, cette patiente, vous faites un acte infirmier ou kiné. Lorsque je vais ici cliquer sur l'attestation, les codes d'infirmier sont déjà dans la base de données, pas encore tous les codes de kiné, mais le code infi, oui. Par exemple, si je tape, j'ai pas de code d'infi en tête, mais si je tape pansement, je sais pas, non, je pense que c'est bioactif, il y a un code pour un pansement bioactif. Je ne sais plus, je ne sais pas si quelqu'un peut me... Voilà, surveillance de plaie avec pansement bioactif, voilà, c'est un code, je suppose que vous utilisez régulièrement. Je vais faire suivant. Et là, naturellement, vous n'allez pas le tarifier à IFACT, puisqu'on ne va pas le tarifier. Là, vous choisissez simplement papier et vous faites valider. Vous faites confirmer, voilà, pour mettre 0, mais ça n'a pas d'importance. Là, vous clôturez. Et alors, l'attestation a bien été, bien été faite. L'attestation est bien mise a bien été gardée dans le dossier du patient ici. Vous voyez, cette attestation est là. Et alors ici, en fin d'année, par exemple, dans la facturation, ici l'onglet Euros, vous allez pouvoir retrouver votre facturation de l'année. Et là, vous allez pouvoir exporter en Excel toute votre facturation. Et là, dans le fichier Excel, vous trierez en fonction des codes de kiné, en fonction des utilisateurs, etc., etc. Donc là, vous aurez toute l'info qui va se retrouver de cette là. Donc, vous pouvez le faire dans MediSpring à partir de maintenant, ou le faire dans Precare. Mais voilà, c'est un peu, c'est l'un ou l'autre. Les données de Precare ne vont pas passer dans MediSpring. Alors, Graziella nous demande si c'est possible d'imprimer un tableau de traitement pour le patient. Oui. Regardez ici, quand vous êtes dans le traitement, voilà, je vais faire le petit raccourci à côté de traitement en cours, il y a un petit raccourci pour les médecins pour faire une ordonnance quand un patient téléphone, par exemple. Donc, vous avez ici, dans cette fenêtre, le bouton imprimer, télécharger plutôt, imprimer le schéma posologique. En cliquant dessus, le schéma posologique sort à l'imprimante. Moi, j'ai une imprimante virtuelle, vous le voyez, vous tournez un peu votre tête vers la gauche et vous verrez le traitement sort en format A4 pour donner au patient. Okay. Alors, Graziella nous demande, donc dans Precare, il y a des doublons dans les problèmes de santé. Est-ce qu'après la migration, on pourra gérer ces doublons, fusionner ces doublons dans MediSpring? Je pense que vous pouvez déjà le faire maintenant, il ne faut pas attendre la deuxième migration pour le faire. Donc, quand il y a des problèmes de doublons, il y a deux solutions. Soit ici, vous passez par exemple la souris sur l'hypothyroïdie, le menu apparaît, et alors là, vous pourrez, si c'est un problème de doublon, directement le supprimer. Quand je clique sur supprimer, il va se supprimer, on ne le trouve pas, sauf s'il y avait des pathologies associées. Voilà, l'hypothyroïdie a été supprimée. Si par contre j'avais des consultations qui étaient liées ou des médicaments liés à ce doublon-là, naturellement il va me dire non, vous ne pouvez pas le faire. Alors ce que vous ferez à ce moment-là, vous choisissez le mettre en antécédent si c'est quelque chose d'important ou le mettre directement en archive. Si vous le mettez en archive, l'infestion par les oxyures va disparaître ici et va passer directement dans les archives. Voilà. D'accord. Donc, en fait, je pense que Graziella n'a pas encore eu sa migration et elle voulait Ah oui, savoir si les doublons allaient passer et qu'elle pourrait alors s'en occuper après la migration, comme tu viens de le montrer. Donc, la voilà. réponse Maintenant, est naturellement, la dans la migration qui va avoir la migration, je veux dire, le code de migration, ils sont occupés de travailler sur ça, justement, pour éviter qu'il y ait des doublons dans les éléments de soins. Mais si jamais il y avait quand même des doublons, vous savez les éliminer facilement. Voilà. Alors, Graziella nous dit que dans Precare, les traitements ou autres procédures ou plans d'action n'ont pas été reliés à un problème de santé. Peut-on le faire par la suite? Oui, très facilement, hein. Regardez ici, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été migré, ça je ne sais pas. Par exemple, ici, vous avez toutes sortes de traitements chroniques. Et par exemple, je vois ici le bisoprolol. Je vais cliquer sur le bouton modifier ce traitement. Il apparaît en haut. Et là, moi j'ai le petit lien en haut à droite. Vous pouvez le lier au problème d'hypertension. Vous faites modifier ce traitement. Et là, vous allez voir qu'il y a un chapitre hypertension. Et dedans, il y a le bisoprolol.
Même chose, par exemple, pour furosémide, etc., etc. Donc ça, on peut le lier très facilement par après. Merci. Alors, Flavien nous demande, donc il a eu sa migration depuis le 2 octobre et il demande s'il y a un export à envoyer avant le 30 octobre. Donc, Un export envoyé à MyCarnet, je suppose que c'est ça. Il n'y a plus d'export à envoyer par voie classique avec le CD-ROM et tout ça, puisque tout ça est terminé maintenant. Il y aura un export à envoyer, ce sera dans les premiers jours de novembre à ce moment-là. Mais là, ce sont des questions plus typiques au niveau forfait, donc je ne vais pas m'avancer de trop. Mais en tout cas, oui, il n'y a plus d'export à envoyer avec le CD-ROM classiquement, puisqu'il n'y a plus rien qui aura été encodé en octobre. Ce sera déjà, pour la facturation du mois d'octobre, ce sera déjà par MyCarnet. d'accord. Là, la question pourrait être confirmée par oui, mais éventuellement. Hein. Alors, Antoine nous demande, donc il essaye de comprendre tout. Nous travaillons maintenant depuis le 1er octobre sur MediSpring. Nous y encodons nos consultations. Je ne comprends pas du coup comment une migration 2 sera possible. Quand vous parlez de migration 2, est-ce que c'est pour ceux qui ont choisi de faire la migration en 2 temps ou alors une deuxième migration existera pour tous? Non, ceux qui ont choisi de faire la migration en 2 temps ont eu, comme Antoine ici au 1er octobre, la migration des éléments de soins, la migration des traitements chroniques et la migration des consultations. Donc il manque des données. Les données qui manquent, ce sont les rapports des confrères ici, tous ces rapports des confrères, tous les documents en rapport confrères manquent, tous les documents de type labo manquent, ainsi que, voilà, tous les labos manquent, ainsi que certaines choses dans les consultations comme des incapacités de travail, par exemple, d'autres choses, je pense aussi. La migration 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va injecter ces données directement dedans, ces données qui n'ont pas été migrées, et elles vont les injecter en bonne place. Ceux qui ont attendu et ne feront qu'une seule migration quand la migration 2, je veux dire, sera totalement opérationnelle, ceux-là, naturellement, n'auront qu'une seule migration puisque la totalité des données seront migrées directement en une seule migration. Et donc, on va bien rajouter des choses qui n'ont pas été migrées. Oui, et donc il faut peut-être faire la distinction ici entre le type 1 et le type 2. Donc vous avez dû opter pour le type 1 où on migrait déjà une grosse partie des données. Et donc certaines maisons médicales ont choisi migration de type 2 où on a migré nettement moins. Et donc tout le monde aura un rapatriement de ce que Frédéric vient de montrer ici. Mais donc, les maisons médicales qui ont opté pour le type 2 auront une plus grosse deuxième migration que les autres. Voilà, c'est bien ça. La migration de type, enfin, c'est vrai qu'on mélange un peu les types, il y a type 1, type 2 des deux côtés. On va peut-être dire le type A et le type B. Donc, ceux qui ont eu un type, qui ont fait une migration de type B, c'est-à-dire qui n'ont juste eu une migration des données administratives, donc qui n'ont absolument rien dans leur dossier, juste les données administratives sont là. Naturellement, lors de la migration 2, tout le dossier d'un coup sera complété. Ceux qui ont eu une migration de type A, avec déjà toute une série de données dans le dossier médical, lors de la migration 2, auront un complément d'informations qui vont arriver dans chacun des dossiers. Voilà, de toute façon, pour tout le monde, il y a une deuxième migration, mais pour certains, cette deuxième migration sera plus importante. Voilà. Ok, Antoine, on espère que ça répond à votre question. Et désolé, c'est vrai que c'est compliqué et parfois même pour nous aussi, il faut l'avouer. Ok, alors Virginie donc, nous demande, pour les protocoles des spécialistes, pour Precare, nous avions dû communiquer aux hôpitaux le format informatique ad hoc des labos et des protocoles pour que ça soit reconnu par Precare. Est-ce qu'il faudra faire la même chose pour MediSpring? Non, parce que c'est le format L-SWAN et dans Precare et c'est le même format L-SWAN dans MediSpring, donc vous ne devez rien faire. Ok, Graziella nous demande comment on trouve l'historique de la posologie d'un médicament. Alors, c'est une bonne question et il faut savoir aussi que dans la version 2.5 d'ici un bon mois et demi, que vous aurez, mi-novembre, le module de médicaments sera changé complètement. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est temporaire, il n'est pas bien fait ce module, mais il va complètement changer. Donc ici, vous avez le premier onglet, la médication qui est là. Vous avez ici maintenant un deuxième onglet, historique des traitements. Quand je clique sur historique des traitements, vous allez retrouver
vos médicaments, mais probablement ce sera peut-être pas mis de la même façon avec Precare. Vous allez retrouver vos médicaments mais sous forme des, comment vais-je dire ça, des composants, des composants. Si je clique sur paracétamol codéine, je vois que j'ai prescrit une boîte de dafalgan codéine à cette période-là. La dexaméthasone, j'ai prescrit, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Par exemple, vous allez trouver une ligne avec metformine, et dedans, vous allez trouver l'historique que vous avez prescrit 3 fois de la metformine, 2 fois du glucophage, puis on est passé du glucophage 500 au glucophage 850, etc. Donc chaque fois qu'il y a une modification de traitement, vous aurez une ligne de médication qui va apparaître. Lorsqu'on a stoppé un traitement, vous verrez une petite main clairement pour dire que le médicament a été stoppé. Donc ce sera un peu le même principe dans les nouvelles motures, mais ce sera beaucoup mieux fait. Et alors, naturellement, il y a un champ de recherche ici où vous pourrez très facilement retrouver, par exemple, vous allez taper Dexa et vous allez retrouver directement la dexaméthasone, vous voyez dexarinospray ou dexaméthasone. Si un patient demande, tiens, un jour, est-ce que vous m'avez un jour donné du zolpidem, par exemple, ben, vous tapez zolpidem, dites, tiens, je n'ai jamais donné de zolpidem. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire actuellement. Vous avez également un autre onglet ici, le troisième onglet, l'historique des ordonnances. Et là, ce sont clairement les ordonnances qui ont été faites et qui ont été envoyées ou pas envoyées à RSIP. Par exemple, ici, cette ordonnance, bisoprolol, L-thyroxine, simvastatine, a bien été envoyée à RSIP le 6 du 10. Par contre, les autres n'ont pas été renvoyés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une preuve de ce qui a été renvoyé par RSIP aussi. Et si un patient dit, tiens, dans mon ordonnance, vous avez oublié de me mettre la simvastatine, ben dit non, vous avez bien la preuve que dans l'ordonnance, la simvastatine y était. Et dans la prochaine version, donc, vous aurez également un bouton vous permettant de represcrire directement une ordonnance depuis une ancienne ordonnance. Et là, comme ça, je complète avec le module médicamenteux. Vous avez l'onglet chapitre 4. Donc, en cliquant sur le chapitre 4, vous devez cliquer sur le bouton consulter pour aller chercher toutes les données, parce que ça ne se fait pas automatiquement, ça prend un peu de temps, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait automatiquement. Et là, on va chercher toutes les données qui se trouvent sur MyCarnet en rapport avec le patient. Donc ici, le patient n'a qu'un seul remboursement de paracétamol depuis 2012 ad vitam. Et quand on va, par exemple, dans la liste de ces médicaments, on voit que cette patiente prend du paracétamol et que le B4 est en vert, c'est-à-dire que l'autorisation de remboursement est active. Si l'autorisation est en rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation ou que la date est complètement dépassée. Si elle est en orange, ça veut dire que la date est toujours, le remboursement est toujours actif, mais se périme dans un délai de 3 mois et que là, il est temps de faire une prolongation. Voilà, comme ça, on a parlé un peu plus de choses au niveau du module de médication en même temps. Merci. Alors, au niveau des ordonnances, Kevin nous dit que les ordonnances faites par les accueillants, il est impossible de mettre une note libre à l'attention du médecin, comme par exemple le patient demande que l'ordonnance soit prête à l'accueil. Non, on en avait déjà parlé lors du webinaire, je pense, la semaine dernière, ou c'était avant, je ne sais plus. Donc, on ne sait pas mettre de notes en texte libre, ça je suis d'accord. Alors moi, ce que je vous propose de faire, lorsque l'accueillante va cliquer sur le petit bouton qui est là, enfin moi je ne l'ai pas activé, donc il va être là, aura fait une ordonnance, par exemple à l'accueil, elle peut noter dans la note administrative une petite info pour le médecin en cochant afficher à l'ouverture du dossier, par ordonnance ici, par exemple, mettre à l'accueil, ben voilà, vous mettez à l'accueil et vous cliquez sur le bouton afficher à l'ouverture du patient. Comme ça, le médecin, en ouvrant le dossier, va voir qu'il doit donner l'ordonnance et c'est rappelé avec un bouton rouge. Mais il n'y a pas actuellement, c'est vrai que ça peut être une idée pour plus tard, hein, de pouvoir mettre une petite note à cette ordonnance, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Okay, toujours dans le chapitre des ordonnances, Virginie nous demande si on peut savoir si un patient a été chercher son ordonnance à la pharmacie. Oui, vous pouvez le savoir parce que à ce moment-là, dans la, je reviens ici, je reviens dans le chapitre 4, pardon, pas dans le chapitre 4, dans l'historique des ordonnances, vous aurez un symbole, pas dans cette version-ci, mais dans l'autre version, vous aurez un petit symbole pour dire si le médicament a été délivré par la pharmacie ou pas. Mais ce n'est pas dans cette version-ci.
Ok, alors justement au niveau des chapitres 4, Gaïsia nous demande pourquoi ces chapitres 4 sont en rouge. Et en rouge, donc, parce que la demande de remboursement est périmée ou la demande de remboursement n'a jamais eu lieu. Dans la prochaine version, on a changé un peu les couleurs. Comme dans l'exemple de la simvastatine, on peut avoir un remboursement en chapitre 4 pour les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, en A4 à ce moment-là. Donc ici, ce n'est pas le cas de la patiente, donc je ne l'ai pas fait. Donc c'est en rouge, je n'ai jamais fait de demande de remboursement. Dans la prochaine version, ce bouton sera en gris foncé pour bien montrer qu'on l'a jamais fait. Par contre, ça viendra en rouge aussi lorsque j'ai fait une demande de remboursement, mais que le patient est venu vraiment avec beaucoup de retard, je ne l'ai plus vu depuis 2 ans, puis la demande est passée, est périmée en fait, n'est plus du tout active, le bouton sera rouge à ce moment-là. Mais pour la simvastatine, il est rouge aussi parce qu'on n'a jamais demandé. Mais ça va, les couleurs vont donc changer un tout petit peu, ce sera moins agressif dans l'autre version. Et Gaïska nous signale qu'elles sont toutes en rouge, donc est-ce que toutes sont périmées? À moins que le patient, justement, avait toutes. Mais ne peuvent être en couleur rouge ou vert que s'il y a un 4 au bout. Peut-être que l'exemple de son patient, ce sont tous des médicaments qui sont remboursables en chapitre 4. C'est possible que ce soit tous des médicaments remboursables en chapitre 4 pour lesquels il n'est pas d'autorisation. Mais alors, supposons que chez Gaëtan, elle ait 5 médicaments pour lesquels le patient a bien une autorisation en ordre. Il ne faut pas oublier d'aller dans le chapitre 4. Dans ce cas-ci, la zone ici sera complètement vide. Elle doit au moins cliquer une fois sur consulter. Quand elle aura cliqué sur consulter, on aura alors les 4 ou 5 médicaments pour lesquels elle a le remboursement. Et dès qu'elle va revenir ici dans médication, là, ils vont venir en vert, en orange ou éventuellement, ils vont rester en rouge. Mais c'est parce qu'elle n'a jamais cliqué sur le bouton consulter ici. Voilà. Voilà, donc Gaïska, vous faites ça? Oui, j'ai bien vu vos messages. Évidemment, non, elles ne sont pas toutes périmées et c'est pour tous mes patients. Donc, Et essayez voilà. de faire ce que Frédéric vient de montrer. Et puis Ici, alors, si le problème subsiste, alors on regarde ensemble et téléphonez-nous. Alors, on regarde la semaine voilà. Mais à prochaine. mon avis, D'accord? c'est clairement ça. C'est parce que c'est logique. Si on n'a jamais été, suite à une migration précaire, dans ce bouton consulter, ce ne sont pas des données qu'on récupère de la migration, puisque ce sont des interrogations en MyCarnet. Il faut cliquer sur consulter au moins une fois. D'accord. Et il demande s'il doit faire ça pour chaque patient. Ah, pour chaque patient, naturellement. C'est quelque chose qu'on va aussi nous automatiser dans l'autre version, mais là, il faudra aller dans l'onglet chapitre 4. On ne le fait pas en ouvrant le module de médication, parce que sinon, ça va ralentir beaucoup tout le process, ça prend un peu de temps, et on ne le fait pas systématiquement. Il faut le savoir il faut aller voir. Il faut aller voir quel est le statut du remboursement chapitre 4 du patient. D'accord. Alors, Kevin a levé la main depuis pas mal de temps. Kevin, je vais vous activer votre micro, activez le vôtre de votre côté, comme ça on vous entendra. Voilà, vous pouvez parler, on Voilà. vous entend. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, j'aurais une petite question. Alors peut-être, enfin j'en avais, j'en avais quelques-unes, vous l'avez vu. Je vais passer sur l'agenda. Donc la création, lorsqu'on crée des agendas, est plutôt cette fonction de créer des zones de disponibilité des prestataires. Oui. Je me rends compte, lorsque l'on crée une zone de disponibilité, par exemple entre 13h30 et 15h30, une zone de disponibilité qui serait réservée à des consultations de 15 minutes, par exemple. Hein, donc ça, je mets la consultation, je la minute à 15 minutes dans une couleur que j'ai choisie. Eh bien, lorsque je vais cliquer pour intégrer un rendez-vous, parfois, à la place alors que je veux sélectionner 13h30, ben c'est subitement 13h40 qui va se sélectionner. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème de calibrage. En fait, je n'arrive pas à sélectionner avec précision. Alors, ce que je vous conseille, hein, c'est ici alors de travailler avec le zoom out et le zoom in. Par exemple, je vais D'accord. cliquer sur zoom out. Non, c'est l'autre, c'est zoom in. Vous agrandissez les plages horaires, tout simplement. Oui. Vous travaillez avec des plages horaires beaucoup plus grandes. Et là, vous voyez, vous êtes beaucoup plus précis pour la sélection. D'accord, ok. Et alors, du coup, juste une seconde question alors par rapport à ça. Imaginons qu'un médecin était censé travailler toute l'après-midi et donc forcément, il a une zone de disponibilité pour des consultations au cabinet toute l'après-midi, mais il lui arrive quelque chose, il doit partir et doit quitter la maison médicale. Alors, évidemment, on est nombreux, donc on ne peut pas passer un petit coup de fil à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour mettre C'est très quelqu'un en simple. indisponibilité? C'est très simple. Moi, j'ai des consultations ici de 14h
voilà, je prends l'exemple de Sofian, par exemple, à partir de 14 heures. Sofian a dû partir à 15 heures pour une urgence, ou bien voilà, il n'est pas disponible. À 15 heures, je clique dessus et je vais mettre dans le motif, par exemple, Sofian est malade. Voilà, bêtement, Sofian est malade. J'enregistre le rendez-vous. Sofian est malade et là, vous le tirez jusqu'en bas. Voilà, vous augmentez la durée du rendez-vous jusqu'en bas. Voilà, ici, j'avais agrandi beaucoup. Voilà, Sofian est malade. Donc, c'est un rendez-vous, entre guillemets, en texte libre. Et si Sofian avait une autre zone de disponibilité qui n'était pas des consultations, mais des visites à domicile, est-ce qu'on peut étirer ce fameux Sofian est malade par-dessus cette zone différente? Bonne question. Je prends Sofian, je vais le mettre chez moi ici. Voilà, hop. Sofian est malade, vous voyez, je bascule sur les deux. OK. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment du texte libre. Ou alors, ce que vous utilisez, si tout d'un coup, par exemple, aujourd'hui, vous dites, tiens, aujourd'hui, un tel est indisponible, par exemple, Angélique est indisponible, vous mettez, même chose ici, Angélique absente, et là, vous cochez toute la journée. Oui, je devais, voilà. Vous cochez toute la journée, et alors, il va se mettre ici en all day, vous voyez, tout à fait en haut. On n'a pas mis de rendez-vous naturellement, mais là, il va bien se marquer que elle est absente. On va se marquer comme ceci. Merci. Voilà. Alors, Kevin, on va en profiter pour traiter vos autres questions. Vous pouvez rester connecté, comme ça, si je l'ai dit mal, vous pouvez rectifier. Donc, une autre question de Kevin. J'ai fait 7 inscriptions ce jour. Je n'ai pas fait signer de document. Sinon, je dois à la fois encoder dans MediSpring et dans Pricker pour générer les docs d'inscription. Et en fait, vous devez, on en a parlé au début, Kevin, pour les inscriptions, pour le moment, vous devez juste faire signer le papier et attendre le signal. Et quand le lien sera actif avec Beogo, donc vous allez les réencoder dans le programme. J'ai dû les encoder dans mon programme, évidemment, parce que ce sont des gens qui vont consulter très rapidement et donc le médecin doit pouvoir avoir accès à un dossier médical. Donc, oui. J'ai investi ça plutôt que de faire signer les papiers, tout en sachant que signer les papiers, il faut les générer via Pricker, alors du coup. Et oui, ça fait deux fois le travail, ce qui n'était pas possible. Non, ici, mais vous créez le patient naturellement dans MediSpring, vous créez le patient, oui. Vous pouvez pas lui demander même une signature papier, si vous voulez, pour une inscription au forfait, mais il faut pas générer des patients au forfait. Le forfait, je le mets dans Pricker, et ce n'est pas uniquement propre à Beogo, hein, c'est propre à toutes les maisons médicales au forfait, le temps qu'ils ne sont pas migrés sur la plateforme de MyCareNet, parce que MyCareNet a de nombre de patients par jour déterminés, et ça concerne toutes les maisons médicales de Belgique. Il y en a qui vont migrer peut-être le 25 octobre, et en attendant, on leur demande de ne pas inscrire de patients avec leur ancien système, mais de garder les données sur un papier à part et on les inscrira tout un coup dès que l'inscription MyCareNet est faite à ce moment-là. Mais créer le patient dans MediSpring, oui, naturellement. Voilà, et les consultations doivent évidemment être encodées, les éléments de soins créés, etc. Donc ça, c'est des choses différentes. L'aspect médical, de toute façon, est suivi. Hein. C'est juste pour l'aspect inscription, pour le forfait qu'on vous demande d'attendre. Et la dernière question de Kevin, lorsqu'on encode un patient, le seul fait de changer d'onglet durant l'encodage sans passer par le clic, sauvegarder, efface toutes les données, peut-on faire quelque chose ? Non, non, ça c'est pas juste ça. Quand on prend un dossier d'un patient, par exemple ici, j'ai un dossier d'un patient ouvert, donc je veux faire une consultation, à moins que j'ai pas bien compris. Donc si on s'agit de la fiche signalétique, docteur. Ah, de la fiche signalétique. Voilà. Donc un patient qu'on encode. Lorsque, par exemple, je vais encoder le lieu de naissance, par exemple, que je vais, il est né à Bruxelles ou Namur, parfait. Je ne clique pas sur modifier le patient, pas maintenant, je ne le fais pas. Oui. Je vais passer à l'onglet juste à côté parce que je veux compléter toute ma fiche. Donc, je vais non, toujours dans la fiche signalétique, évidemment. Toujours dans la fiche signalétique. Ah, dans l'onglet à côté, oui, ok, oui, je comprends, oui. Voilà. Mais je vais passer à un autre onglet et quand je reviens, le lieu de naissance a disparu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut. Tiens, il y a adresse, par exemple, ici, là, je l'ai pas perdu, vous voyez. Oui, mais je pense que ça change sur des autres onglets qu'on touche. Il y a une disparition des données, en fait. EID, mais enfin bon, ça c'est automatique.
Mais je viens de remarquer, c'est quand je change de patient en tout cas. Quand je change Oui, de ça patient, c'est certain, effectivement. oui, Moi, et que je fais ça, j'ai perdu. Mais ça, je vais le noter, oui, pour sauvegarder à la volée les données, quoi, oui. impeccable. Merci beaucoup. Oui. Avec plaisir. Euh, Fabien nous signale que les e-formes ne sont pas accessibles pour les médecins. Ah, si. Donc ici, vous faites une consultation, il faut être naturellement connecté. Et alors ici, dans le P, le plan d'action, le petit plus, vous avez les e-forms. Et les e-forms, si elles ne sont pas encore toutes là, les autres vont arriver. Nous avons que ces 4-là plus Handicare. Les autres vont arriver prochainement, mais elles sont bien actives. D'accord, Si je merci. clique dessus, vous avez l'e-form classique que vous connaissez tous. Alors, Nathalie nous signale, lorsqu'un médecin fait une ordonnance, elle reste en attente, en orange dans le journal du patient, et reste aussi dans le tableau de bord ordonnance en attente, alors que l'ordonnance a été faite, envoyée ou imprimée. Attends, tu peux répéter parce que j'ai eu des micro-coupures et je n'ai pas bien compris. La faire disparaître du tableau. D'accord. Lorsqu'un médecin fait une ordonnance, elle reste en orange, en attente dans le journal du patient, mais elle reste aussi dans le tableau de bord ordonnance alors qu'elle a été envoyée ou imprimée. Et Nathalie voudrait savoir comment la faire disparaître du tableau de bord. Alors, une ordonnance va toujours être en orange lorsqu'elle a été faite en attente, donc par une accueillante. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est en orange. Et alors, lorsque le médecin va cliquer sur cette ordonnance en attente, je ne sais plus si j'ai des exemples ici, je vais voir un peu si j'ai un exemple. Je vais fermer un peu tous ces dossiers, de revenir dans mon tableau de bord. Excusez-moi, mais tout est tellement lent parce que je suis en 4G et ça commence à patiner au niveau de la 4G. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc ici, quand je vais cliquer sur, voilà, sur une ordonnance qui est là en attente, depuis le tableau de bord, donc là, je vais afficher, boum, boum, vous avez vu directement, j'ai rien fait, j'affiche directement le module de traitement en cours. Si par exemple, je fais annuler, que j'ai pas le temps, on va rester avec cette ordonnance qui est là en cours en orange. Donc à ce moment-là, simplement, le fait de cliquer dedans va réouvrir le module de médication. C'est simplement le fait de cliquer qui va le réouvrir. Donc, normalement, le plus simple, c'est de le faire depuis le tableau de bord naturellement. Hein. Ici, bon, c'est déjà un vieux truc, donc c'est pour ça que ça ne marche plus, parce qu'à mon avis, j'ai fait beaucoup d'actions entre-temps et ça ne fonctionne plus. Mais le traitement est à faire vraiment depuis le tableau de bord du patient, et dès que l'ordonnance aura été faite, à ce moment-là, elle est supprimée du tableau de bord. Je prends l'exemple ici, je vais cliquer à nouveau dessus. Là, je vais ouvrir mon ordonnance, je vais la faire, par exemple, je vais la faire envoyer et... attendez, je vais enlever certaines choses parce que... Poum, 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 pour ne pas en faire de trop. Je vais faire envoyer par RSIP et imprimer, ça aurait pu être envoyé par email aussi. C'est envoyé par RSIP. Voilà, je ferme. Et voyez, automatiquement, la consultation a été clôturée, donc l'orange a disparu. Et quand je ferme le dossier du patient, dans les ordonnances en attente, ma patiente a disparu aussi. Si vraiment il y a eu une erreur parce que le médecin l'a fait d'une autre façon et que à ce moment-là, il faut cliquer sur le bouton modifier et sur le bouton supprimer. Alors, si c'est vraiment le cas, qu'il y a eu un double encodage ou quoi que ce soit, vous pouvez supprimer l'ordonnance en attente. Voilà. Alors, on va passer à quelques questions d'Alexia, puis moi, je devrais vous quitter. Donc, Frédéric, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois bien les questions qui se mettent Alors, le problème, oui. c'est quand je mets les questions-réponses, Oui, ben, c'est ça. voilà, Oui, tout le oui. monde le voit Bon, comme ça. Voilà. autrement, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux questions par écrit ensuite. Donc, Alexia nous demandait si c'était possible de voir des documents sortants et entrants à un endroit spécifique. Alors, ben, les documents sortant et entrant, ben, c'est dans la IELTS-Box. Ici, dans la IELTS-Box, là, vous avez tous les documents entrants. Donc, voilà, tous les hôpitaux sont là, classés par jour. Donc là, il suffit de cliquer dessus et vous avez le résultat du patient. Voilà. Et alors, les résultats sortants, donc là, ce sont les messages envoyés. Vous avez ici les messages envoyés. Si vous faites vous-même des envois par la IELTS-Box, vous aurez tous vos envois sortants qui sont là. Voilà. Voilà, parfait. Depuis la boîte mail. Oui.
Concernant les maisons médicales au forfait, est-ce qu'on peut extraire à la fin de l'année toutes les consultations, même si elles n'ont pas été facturées? Alors, donc là, oui, il y a un module qui existe qui devrait être amélioré naturellement. Mais donc ici, dans les outils, nous avons un module de statistique à la fois pour le RLM et le RACH, c'est pour les maisons médicales non au forfait, mais on devra naturellement l'implémenter avec un module beaucoup plus complet pour les maisons médicales au forfait, mais ce sera de ce point de vue-là. Donc là, on va récupérer automatiquement, comme on fait pour les maisons médicales non au forfait, le nombre de consultations, le nombre de visites, le nombre de patients actifs, le nombre de vaccins grippe, etc., etc. Ok. Concernant les motifs de consultation, comment peut-on faire quand c'est pour un suivi? Alors, je reprends ici les motifs de consultation. Donc, nous, dans les consultations ici, nous avons déjà implémenté quelques nouveautés. Donc, on avait consultation, visite, avis divers, c'est vraiment les demandes d'avis téléphoniques. Une ordonnance par téléphone va se mettre dans avis divers, concertation multidisciplinaire. Contact dossier, c'est vraiment quand un médecin a été dans le dossier pour y mettre de l'ordre ou pour archiver des médicaments chroniques ou des éléments de soins, etc. Voilà, c'est un contact de ce type-là qui n'est pas comptabilisé dans la liste des nombres de consultations. Et alors là, les consultations que vous faites par voie électronique. Nous n'avons pas de type de consultation qui est mis suivi. Voilà, ça pourrait se faire éventuellement, mais voilà, bon, on nous a déjà demandé aussi, est-ce que je pourrais avoir un type de consultation qui s'appelle consultation psy ou consultation infirmière, etc. Ça, j'ai répondu que non, tout simplement parce que quand vous êtes dans le dossier d'un patient et vous avez ici un petit bouton, là vous avez un filtre par spécialité. Je vais vous montrer avec une patiente qui a plus de choses. Voilà. Là, vous avez un filtre par spécialité et c'est de cette façon-là qu'on pourra retrouver facilement les consultations faites par le psy, par l'infirmier, par le kiné, etc. Le kiné ou l'infirmière va simplement cliquer sur sa spécialité et on va afficher toutes les consultations de la spécialité-là, mais pas dans les types de consultations directement. Naturellement, les kinés infirmiers auront, mais ce sera pour l'année prochaine, des canevas de consultation différents. Actuellement, nous n'avons que le SOAP, mais ils auront plus tard des canevas propres à eux, naturellement. D'accord. Alors, il y avait une question aussi de Fabien. Comment renommer un document? Tous les documents s'appellent ITT 60%. Ce n'est pas facile d'y voir clair et de retrouver ces documents après. Mais ça, je ne sais pas très bien. Un document, c'est dans la migration, je suppose, mais je ne sais pas. Il y a pas. Si vous avez des documents qui ont été migrés de cette façon-là, comme par exemple ici, je vois un document qui s'appelle Avis confrère. Quand je clique dessus, là, c'est le titre de mon document qui s'appelait comme ça. Donc, il n'y a pas de possibilité de renommer actuellement. Donc, mais ça, bon, il faudrait voir au niveau de la migration s'ils ne peuvent pas faire quelque chose de mieux de ce côté-là. Alors, Flavia nous demande aussi pour les canevas mots-clés. Il n'y a rien pour le moment. Ben oui, il faut les créer, c'est Il faut normal. les créer naturellement. Existe-t-il des canevas parfaits et peut-on les créer pour les médecins? Bien entendu. Donc ici, actuellement, c'est quelque chose qu'on doit changer, mais actuellement, donc quand vous allez dans les mots-clés, ici, les mots-clés sont propres à chaque utilisateur. Parce qu'au début, on nous avait dit oui, mais il y en a qui encodent comme ça, d'autres comme ça, etc. Donc, si une accueillante les fait, ce sera que pour son propre nom. Donc, elle devrait à ce moment-là le faire en attendant que ce soit partagé à tout le monde en ouvrant la session du médecin. Et là, pour créer un mot-clé, on tape quelques lettres. Je prends l'exemple de AUS, j'ajoute un mot-clé, et puis là, on met auscultation, cardio-pulmonaire, etc. On peut créer son mot-clé de cette façon-là, tout simple. On y ajoute un mot enfant en mettant, par exemple, que c'est une organisation normale, ou j'ajoute un autre mot enfant pour dire que c'est, par exemple, pathologique. Voilà. Donc là, j'ai créé mon simple petit mot-clé, mais c'est vrai que l'idéal, ce serait naturellement que ces mots-clés soient partageables entre tout le monde, mais ça viendra, ça viendra. Alors, Daniel nous dit, si j'ai bien compris, le médecin, le kiné ou l'infirmière doit encoder ses prestations pour les statistiques en passant par le sigle euro. Oui, si vous voulez en sortir des statistiques, comme vous avez l'habitude dans Précaire d'encoder des codes de consultation, même si vous ne tarifiez pas le code puisque vous êtes au forfait, oui, après chaque acte, vous passez par attestation et vous encodez. Donc, une fois que vous l'aurez encodé une fois,
il va se retrouver dans les favoris, que ce soit le médecin, le kiné ou l'acte technique. Vous allez le retrouver directement, comme ici, là, vous voyez, la surveillance de plaie avec le pansement bioactif qui est là. Et alors là, vous choisissez papier et ce sera gardé en mémoire pour les stats. D'accord. Alors, je vais passer quelques questions parce que j'aimerais bien que vous puissiez tous regarder les enregistrements que je vous envoie. Et donc, il y a pas mal de questions qu'on pose ici et vous trouvez les réponses dans l'enregistrement de la semaine passée. D'accord? Donc, si vous n'avez pas reçu précisément cet enregistrement, demandez à la personne de contact, donc au coordinateur qui a donné ses coordonnées. C'est à ces personnes-là que je fais l'envoi pour les enregistrements De de toute nos façon, les séances. enregistrements, vous les retrouvez ici aussi dans le point Dans la chaîne d'interrogation. YouTube. Oui. Voilà, point d'interrogation. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous arrivez directement sur la chaîne YouTube et là, vous avez toutes les vidéos qui ont été mises en ligne. Vous voyez, Voilà. Et Frédéric, est-ce que tu peux en profiter pour montrer où on peut, dans quelle vidéo, comment créer une magistrale, par exemple, parce que ça, on l'a déjà expliqué aussi, mais ce serait bien de montrer peut-être dans quelle vidéo c'est voilà. noté. Je vais sélectionner ici l'onglet vidéo, comme ça j'affiche toutes les vidéos. Et puis là, on va passer un peu en revue. Je ne sais pas très bien, faire un envoi, faire un test, fusion, créer, je ne la vois pas. Voilà, créer et utiliser de magistral. Voilà, ça dure 1 minute 31. Vous cliquez dessus simplement, hop, et vous êtes parti pour la petite vidéo pour créer les magistrales. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Alors, Voilà. Graciela, on va encore faire 2 ou 3 questions et puis je devrais vous quitter. Donc, peut-on trier les problèmes de santé autrement que par ordre alphabétique? Par exemple, séquencer tout ce qui concerne le cardiovasculaire. Oui, c'est une demande qui nous a été faite par la maison médicale. Ce sont des choses qui vont s'améliorer progressivement. Mais actuellement, non. Actuellement, on est uniquement elles sont uniquement par ordre alphabétique. Nous allons avoir un tri plus tard qui pourrait être séquencé par les codes CISP, donc les types de pathologies. Ok, alors Gaïsa nous demande pourquoi certaines consultations se clôturent dans l'agenda, donc deviennent grises, lorsqu'on clôture dans le DMI et d'autres restent actives dans l'agenda. Alors, bonne question. Par exemple, ici, j'avais un rendez-vous. J'ai un rendez-vous qui est gris. Je vais faire un autre exemple. Je vais donner un rendez-vous à, voilà, de la noix Simon, par exemple. J'enregistre le rendez-vous. Voilà, son rendez-vous est là. Si je clique dans le rendez-vous, que j'ouvre son dossier médical et que je le ferme son dossier médical, quand je vais dans mes rendez-vous, son rendez-vous est toujours en couleur bleue, comme tantôt, où est-ce qu'il était? Voilà, il est toujours là. Par contre, si je vais dans son rendez-vous et que cette fois-ci je fais une consultation, que le médecin fait une consultation, on va encoder n'importe quoi, et que je clôture, donc j'ai bien une consultation qui a été faite ce jour, quand je vais dans l'agenda, automatiquement, le rendez-vous se met clôturé avec un petit V comme quoi il a été clôturé. C'est automatique. Vous pouvez naturellement, si vous n'êtes pas passé de parce que le médecin, par exemple, a été chercher le patient par la liste ici des patients, naturellement, ça ne fonctionne pas. Il faut le prendre depuis le rendez-vous. Mais naturellement, si vous allez sur le petit i qui est là, vous pouvez aussi, dans les icônes, choisir, par exemple, vous voyez, il a été mis comme clôturé, ou dire, par exemple, en plus que le patient est arrivé en retard. Par exemple, vous pouvez aussi noter de cette façon-là, comme ça, il y a quelque chose qui est un rappel qui est mis dans le rendez-vous. Et c'est pour ça que le rendez-vous devient gris. D'accord. Alors, est-ce que quand on clique sur envoyer récipé et envoyer par mail, il y a une impression quand même? Ah non, l'impression par mail, non. Si je prends ici une ordonnance, je vais faire une nouvelle consultation à nouveau, je fais une ordonnance, je vais lui prescrire du glucophage et je vais envoyer par email, je vais le faire maintenant directement, je suis connecté à IELS, je clique sur email, mon envoi e-récipé se fait, vous voyez, l'envoi e-récipé est fait, mon ordonnance est mise là en PDF, je n'ai rien imprimé du tout. L'email du destinataire se met, le mien se met là, et je n'ai qu'à faire envoyer l'email. Point, c'est terminé. Voilà. L'email est parti, je n'ai rien imprimé naturellement. D'accord. On va encore prendre 2 questions. Donc, la question de Sébastien. La semaine dernière, vous nous avez dit que par le champ de recherche en haut à droite,
on ne montrait que les patients actifs, mais nous avons vu depuis la mise à jour que certains patients inactifs sortaient par là. Est-ce possible? Ah, bonne question. Je vais vérifier tout de suite. Donc ici, je vais prendre un patient du Jardin Laurence, par exemple, qui est là. Dans sa fiche, tout en bas, je vais décocher inactif pour une raison, par exemple, en maison de retraite. Voilà. Je modifie le patient. Donc le patient a été mis à jour. Donc on va naturellement toujours le retrouver dans la liste des patients ici. Il va toujours retrouver là. Par contre, maintenant, si je mets du Jardin, ah oui, tiens, il y est aussi. Ben voilà, ça c'est quelque chose qu'il a dû avoir. Ça, c'est pas normal. C'est un bug, je le note. Ah ben, merci Sébastien. Voilà. Et alors, une question, c'est plutôt une suggestion. Dans les rendez-vous agenda, est-ce que ce serait possible de rajouter un petit téléphone pour marquer que c'est une consultation téléphonique? Oui, je sais pas. Maintenant, je pense que ça peut. C'est pour ça qu'il y a une petite note dans l'agenda. N'oubliez pas qu'il y a des petites notes pour ça. La note dans le motif, par exemple. Le motif, vous pouvez mettre ici consultation téléphone. Hein. On ne va pas mettre trop d'icônes parce qu'il y a déjà la note qui est arrivée. Il ne faut pas oublier que vous aurez aussi le statut de si le patient est au forfait ou pas qui va arriver dedans. On n'a peut-être pas envie de mettre trop de choses parce que sinon il pourra à nouveau avoir plein d'icônes. Mais je pense que dans le motif, on peut mettre simplement dans le motif. Comme ça c'est quelque chose de plus personnel. Voilà, ok. Mais je pense qu'on peut clôturer ici pour le webinaire ici. On vous remercie de votre attention et on va vous l'envoyer évidemment. Et de toute façon, dès qu'il est disponible, vous savez maintenant où trouver notre chaîne YouTube. Et surtout, essayez de regarder aussi les vidéos, les petites vidéos de 1-2 minutes que vous pouvez trouver donc, en activant questions. Par exemple, pour les mots-clés, là, vous allez avoir toutes les explications aussi. Et donc, peut-être essayer de regarder là-dedans quand vous avez une question. Et sinon, alors, on est d'accord avec Frédéric puisque j'ai reçu énormément de marques positives pour conserver le jeudi à 15h. Apparemment, ça convient à la majorité d'entre vous. Voilà. Donc, on vous dit donc à la semaine prochaine et je vous créerai le lien pour vous inscrire. Vous le recevrez avec les dates ultérieures aussi. Et je vous conseille de vous inscrire d'office, comme ça vous ne devez pas retrouver ces liens après. Voilà. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.